Merci beaucoup Cécile. Alors on va commencer par une question, comme nous avons fait ce matin, des élèves. Donc il y a une classe de BTS. Ils vont me dire peut-être ce que signifie et d'où ils viennent ENCPB. Et j'ai une question d'Adriana Cercle. Est-ce que Adriana est là, dans la salle? Est-ce que elle est là-bas, elle est là-bas. Il faudrait lui donner un micro. Elle est là-bas. Parfait. La question, c'est à quoi correspondent les limites planétaires? Alors, c'est une bonne question et on m'avait un peu prévenu. Donc, normalement, j'ai une diapositive pour supporter mon discours. Si c'est possible d'aller juste après les remerciements, c'est la première diapositive, si c'est possible de la remettre. Donc, en fait, ces limites planétaires, c'est un concept donc, qui a été inventé en 2009 donc, par ces trentaines de chercheurs au niveau internationaux. L'idée, c'est d'arriver à se rendre compte au niveau des problématiques environnementales où on en est. Donc, ah mince, bon. Donc, du coup, ces chercheurs, ils ont défini... C'est pas ma diapo, ça. Oui, non, mais c'est pas de... Elle y est pas. Si, elle est après les remerciements, il y a une diapo pour expliquer, ça fera un support plus facile. Donc, ces limites planétaires, donc, par exemple, il y a la biodiversité, il y a le changement climatique, il y a l'introduction d'entités nouvelles chimiques dans les milieux, c'est ce dont on vient de parler, il y a les ressources en eau, et puis donc il y en a 9, on verra si j'arrive à avoir le support. Elles sont là. Et donc, du coup, pour chacune de ces entités, l'idée, c'est de définir un état zéro ou un état qu'on considère comme bon. Donc, par exemple, le changement climatique, ça a été évoqué ce matin, mais on va plutôt se placer en 1850 et on va voir un peu, et on va s'intéresser au taux de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Et puis, on va étudier cette évolution entre 1850 et maintenant, et on va définir des seuils où on considère que c'est dégradé. Est-ce qu'on est toujours dans un seuil de préservation de l'environnement et de la santé humaine, ou est-ce qu'on considère qu'on a dépassé ce seuil? Et on fait ça pour les 9 limites planétaires, donc sur la biodiversité. Et juste préciser, comme il y aura d'autres questions, juste préciser pour la chimie, pour les contaminants organiques, juste détailler. Donc pour la chimie, j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure, c'est l'introduction d'entités nouvelles. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est aussi placé à l'ère pré-industrielle, au moment où il n'y avait pas de molécules synthétisées en grande quantité. Donc c'est le niveau 0. Et à ce niveau 0, depuis, on a chiffré le nombre de molécules. Et donc les critères, en fait, c'est à la fois le nombre de molécules et surtout le nombre de molécules sur lesquelles on n'a pas d'informations sur leur toxicité. Au bout d'un moment, ce nombre il est tellement grand qu'on considère qu'on a atteint un seuil de criticité et qu'on n'est plus dans une zone préservée au niveau de l'environnement et qu'on est dans un risque gradient, dans un risque croissant pour la santé de l'environnement et pour la santé humaine. Merci beaucoup. Vous aviez une autre question? Non. C'est bon. Et donc j'ai cru voir qu'il y avait une question par là. Voilà, il y avait un... Bonjour, merci beaucoup pour le talk. J'ai juste une question qui est un petit peu double. Vous parlez beaucoup de chromato et de spectro de masse. Quid de la RMN? Je pense que ça peut être assez intéressant dans votre cas. Et puis l'analyse que vous présentez, ça me fait beaucoup penser à ce qu'on fait en métabolomique, sur tout ce qui est de la PCA. Donc c'est ce genre d'analyse. Et du coup, sur l'empreinte que vous présentez à la fin, finalement, vous essayez d'augmenter le niveau de confiance sur un certain nombre de molécules, mais quid de l'image globale et finalement de l'empreinte que ça renvoie, et est-ce qu'on peut pas comparer des échantillons de façon globale? Tout à fait. Donc là, il y a plein de questions, elles sont toutes bien. Donc la RMN, classiquement, les micropolluants organiques, ils ne sont pas étudiés en RMN. Donc là, je ne saurais pas dire pourquoi, mais classiquement, c'est d'autres paramètres qui sont étudiés. Par contre, la métabolomique que vous avez évoquée, c'est exactement les mêmes appareils, c'est exactement les mêmes démarches, sauf qu'au lieu d'aller chercher des micropolluants organiques, on va chercher des biomarqueurs d'effet. Donc là, c'est vraiment pareil, mais ça ne va pas être les mêmes bases de données, ça ne va pas être les mêmes expérimentations. Donc c'est vraiment la même chose, sinon. Et sur pourquoi ne pas utiliser l'empreinte globale, oui, c'est aussi des stratégies qui sont développées. Je n'ai pas pu en parler ici, mais c'était l'histoire des analyses un peu multivariées ou d'étudier des heatmaps, des cartes de chaleur, de regarder dans la globalité toute cette information et de voir dans le temps ou dans l'espace comment elle varie, d'arriver à mettre en évidence, j'ai plus ma heatmap qui était là, mais Tom il a étudié 6 échantillons dans le temps et on voit qu'à certaines périodes, il y a des features, là, des composés, peu importe s'ils sont identifiés ou pas, mais qui sont très très présents en Mars. Donc il se passe quelque chose en Mars. Effectivement, en Mars, ce qui se passe, c'est qu'il peut y avoir des blooms algos, donc il va y avoir un bloom de plein de molécules naturelles. Donc là, c'est un exemple plutôt sympa, mais par contre, on peut aussi mettre en évidence des pollutions en fonction des sites ou en fonction des temps. Donc l'idée d'exploiter l'empreinte globale, elle est aussi explorée avec des traitements statistiques. Merci. Il y avait une autre question, monsieur là-bas.
Oui, j'avais une question plus analytique sur les archives sédimentaires. Comment faites-vous pour éliminer la matrice, comme on dit, et conserver quand même le spectre de molécules organiques à peu près intact? Alors ça, c'est la difficulté quand on s'intéresse aux micropolluants organiques, c'est qu'on ne peut pas éliminer la matrice organique, puisque si on élimine la matrice organique, on va supprimer une partie du message des micropolluants organiques. Donc on garde tout. Et donc, du coup, dans cette empreinte HRMS, on a des molécules naturelles, on a une information naturelle, et l'idée, c'est d'arriver à terme à caractériser la part du naturel et la part du non naturel, et dans le non naturel, d'arriver à mettre en évidence un peu toutes les molécules qu'on retrouve, lesquelles sont en très grande quantité, d'où elles viennent, ce qu'elles deviennent. Mais donc, on peut pas, avant l'analyse non ciblée, on ne peut pas se permettre de supprimer un message organique, puisqu'on risque de perdre de l'information sur les micropolluants organiques. Je ne sais pas si j'ai bien répondu. Je pense que c'est clair. Mais on va prendre une dernière courte question avec une courte réponse. En fait, je m'excuse, mais j'avais 2 questions. La première, au niveau analytique, le premier point le plus important, c'est effectivement le prélèvement, l'échantillonnage. Je ne sais pas qui c'est qui parle. Ah, pardon. Donc, Christian Lécusson, président de la FENARIV. Donc, c'est l'échantillonnage. Donc, est-ce que vous avez effectivement fait tous les blancs, ou est-ce que vous les faites systématiquement et différemment en fonction des molécules que vous cherchez? Et la deuxième question, c'est vos techniques analytiques que vous utilisez permettent de voir à peu près tout ce qui existe. Donc, est-ce que derrière, il y a des études qui se font pour évaluer la toxicité de ce que vous découvrez? Alors, donc, sur la première question... Le dernier point, c'est la saisonnalité. Parce que sur un mot transparent, effectivement, il semblait qu'il y ait des saisonnalités différentes. Donc, vous en avez un petit peu parlé avec le printemps et les molécules naturelles, mais il y a peut-être autre chose. Je ne sais pas si vous avez pu analyser ces résultats-là. Alors, je vais revenir à la première question, c'était l'échantillonnage passif. Donc, les blancs et donc les difficultés analytiques. Donc, effectivement, dans ce rapport de synthèse qu'on a sur l'exercice de démonstration à large échelle qu'on a fait pour démontrer la pertinence de ces outils pour la surveillance réglementaire, donc dans ce rapport de synthèse, on a des éléments d'information sur les molécules sur lesquelles il faut faire particulièrement attention aux blancs, et les molécules sur lesquelles on ne risque pas de contaminer pendant l'échantillonnage sur le terrain, l'air. Alors, les molécules les plus problématiques, c'est celles qu'on va retrouver dans l'air. Donc il y a certains métaux qui sont très problématiques, et puis il y a certaines molécules organiques. Les pharmaceutiques, en gros, généralement il n'y a pas de problème, à condition de bien porter des gants. Enfin, il y a une façon de prélever qui est bien édictée et qui est disponible. Toute cette information, elle est disponible sur le site Aquaref. Donc tous les contrôles qualité en fonction des substances, en fonction des outils, c'est disponible sur le site Aquaref. Après, la deuxième question, c'était... j'ai oublié. C'était les tendances. Ah oui, la toxicité, bien évidemment. Donc, par exemple, dans la thèse de Kevin, il a mis en évidence des nouveaux produits de dégradation qui n'avaient jamais été vus dans l'environnement. Donc, du coup, derrière, bien sûr, ça a embrayé. C'est-à-dire que dans le projet que Christelle Margout pilotait, ils ont tout de suite essayé de regarder ces produits, à quoi ça correspondait. Donc, ils ont étudié leur toxicité déjà avec des outils de prédiction in silico. Mais l'idée à terme, si ces molécules, on constate qu'on les retrouve partout et en grande quantité, très vite, il va falloir mettre en place des outils, des tests d'effets en laboratoire, des tests écotoxicologiques. Et donc, en fait, toutes ces recherches, elles s'enchaînent. Donc, la chimie, elle est un peu au départ. Et puis après, derrière, il faut alimenter les informations sur la toxicité de ces molécules pour savoir si elles posent vraiment problème ou si finalement elles ne posent pas problème. Si elles vont se dégrader vite puis qu'elles ne sont pas toxiques, c'est bon. Mais si elles sont persistantes et qu'elles sont très toxiques, là, il faut tout de suite les prioriser, surveiller, voir où il y en a, étudier les sources et tout ça. Merci beaucoup. Et merci encore. On va l'applaudir.